Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le top, pour moi, des meilleurs films de l'année 2017 ainsi que mon top flop film de 2017. Et par flop, j'entends des films que soit j'ai détesté, soit j'ai été déçu. On va commencer avec le top des flops. Dans les flops, mon cinquième choix est Le Crime de l'Orient Express. Pourquoi? Eh bien, le film n'est pas totalement à jeter. Il y a des bons acteurs, un bon réalisateur, un scénario qui tient la route presque tout le long. Je dis bien presque tout le long du film. Mais la fin m'a juste terriblement déçu. Ça m'a laissé sur ma faim. Bon, je répète un peu le mot, mais c'était pas dans le même sens. Et j'ai trouvé la fin terriblement à chier. Et si j'avais lu le livre avant d'aller voir le film, j'aurais été encore plus déçu. Déjà que le film m'a terriblement déçu. J'ose pas imaginer si j'avais lu le livre avant. En plus de ça, t'as un acteur comme Johnny Depp au casting, tu le mets dans le film 30 minutes, pouf! En quatrième position, La Momie. J'avais quand même de bonnes attentes pour le film La Momie, parce que Tom Cruise, on s'entend, il a pas fait beaucoup de navets, si on y pense bien. Voire très peu. Et celui-là, j'aurais vu n'importe qui, sauf Tom Cruise dans ce rôle. Tom Cruise est rendu à 55 ans environ. Et le personnage me fait davantage penser à Nathan Drake. Et il aurait pu être joué par, je sais pas, un acteur dans la trentaine. Pas un acteur de 55 ans. Oui, Tom Cruise le joue bien, c'est juste qu'il n'a pas le physique pour moi et la personnalité pour. Il joue d'habitude des rôles plus sérieux, pas des rôles de garçon dans la trentaine avec une mentalité d'adolescent de 15 ans. Et en plus de ça, le film avait des bons points, mais c'est tellement mal géré. Ils veulent trop lancer leur univers dès le premier film. Et finalement, bof. En troisième position, It Comes at Night. Honnêtement, ce film, j'avais de bonnes attentes, surtout étant donné le fait que le film a eu de très bonnes critiques, ce que je ne comprends pas du tout. Le film, là-dedans, il se passe absolument rien tout le long. Juste à la fin, il se passe un peu quelque chose. Et encore là, je me dis, c'est une épidémie où que le monde se transforme en genre de zombie, mais rien n'est expliqué. Dans Walking Dead, rien n'est expliqué, mais c'est bien fait. Tandis que là, c'est fait moyennement. Et en plus, il se déroule crissement rien. Même dans Walking Dead, qui se passe crissement rien maintenant, il y a plus d'action que ça. Bon, Joel Edgerton sauve un peu le film de la noyade avec son rôle de père de famille, tu sais, qui essaie de survivre. Mais à part de ça, c'est de la merde. En deuxième position, The Bye Bye Man. Ce film est à chier. Je l'ai regardé sur Netflix. Et Dieu merci, j'aurais pas payé pour aller le voir au cinéma. Ce film est mauvais. Pour toutes les mauvaises raisons. Les personnages, bof. Les acteurs, bof. Je dis pas que les acteurs sont mauvais, je dis juste que il aurait pu jouer mieux si c'était réalisé par une autre personne. Parce que, tu sais, si on prend par exemple George Clooney dans Batman et Robin, le film est à chier, ça reste un film que j'écoute quand, parce que c'est un film que j'assume pas de regarder un peu genre, comment on dit ça, tu sais, un plaisir coupable, c'est ça que je cherchais. Et si on y pense bien, George Clooney c'est un bon acteur, mais dans Batman et Robin il est à chier, tout simplement parce que Joel Schumacher ne sait pas diriger des acteurs comme il faut. Sauf dans le film La Cabine avec Colin Farrell. Tandis que, avec ces acteurs-là dans le Bye Bye Man, auraient pu tellement jouer mieux s'ils avaient été mieux dirigés par le réalisateur ou la réalisatrice, me semble. C'est écrit par le conjoint de la réalisatrice, il me semble bien, si je me trompe pas. C'est simplement bof. Je voulais aller le voir en janvier de l'an passé, et au final, j'ai bien fait de pas aller le voir. Non seulement le film a eu des mauvaises critiques, mais en plus de ça, ça a été un succès au box-office. En première position du pire film pour moi de 2017, Leatherface. J'ai même fait Flamingo enragé sur le film, c'est dire. Ce film est à chier.
Bon, je veux bien croire que la famille de Leatherface est folle, mais de là à ce que ça soit mal écrit, mal géré, mais bien réalisé, ils ont réussi à bien réaliser un film de merde! What the fuck? En plus, pourquoi ça s'appelle Leatherface? Leatherface, il apparaît juste à la fin, quand on sait que les personnages qu'on suit tout le long du film sont accompagnés par Leatherface qui a un autre nom. Tout le long du film, tu te demandes quel est le rapport avec Massacre à la tronçonneuse. Et Tobe Hooper, le réalisateur et co-créateur des personnages, a été producteur sur ce film. Mais il est mort avant de voir le produit final, d'après moi. Donc, t'imagines sa réaction rendue en haut, au paradis? Il a dû se dire, oh, vous auriez pu aller pisser dans ma tombe à la place de faire ce film-là, câlisse. Maintenant, passons au meilleur film de l'année 2017. En 5e position, Happy Death Day. Ce film, j'ai trouvé intéressant. Oui, le sujet a été vu plusieurs fois dans quelques films, dont le film avec Bill Murray, Le Jour de la Marmotte, que je n'ai pareil pas vu. Mais j'ai vu d'autres films similaires. Même un épisode de Vrai que la vie a été fait sur le sujet. Dire aussi que dans Vrai que la vie, tout ce qu'il fallait faire pour que ça arrête de se répéter de jour en jour, c'est que le personnage de Pierre Hébert devait juste changer de bobette. La fille, dans Happy Death Day, elle doit résoudre son meurtre. Elle se fait tuer encore et encore. Et elle doit savoir c'est qui veut lui faire la peau. Et ça, c'est intéressant. C'est pas juste genre trouver une minime solution pour genre une action que t'as faite de pas correct dans ta vie, genre fait chier une mauvaise personne ou autre. Là, elle fait chier la mauvaise personne, mais elle sait pas c'est qui, parce qu'au début, c'est une chieuse. Et après ça, elle devient une bonne personne. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. En 4e position, Pour l'amour d'Hollywood, ou La La Land en anglais. Le film est un beau spectacle musical. Lorsque j'étais en couple, je suis allé le voir avec cette fille-là au cinéma. On avait aimé. Le fait que je ne sois plus en couple m'empêchera pas de l'aimer, le film. Parce qu'honnêtement, j'ai trouvé que c'était beau visuellement. Il y avait des putains de beaux plans, des belles chorégraphies, une bonne histoire. J'adore les films romantiques. Et oui, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais j'écoute ça. Et c'était très bien exécuté. Damien Chazelle, je sais pas si je le prononce correctement, Chazelle ou Chazelle, enfin bref, a un talent pour l'écriture et la réalisation. Et j'ai pas vu Whiplash, j'ai vu quelques extraits quand j'étais stagiaire au cinéma et que je faisais les tournées de salle lorsque le film était à l'affiche, ça date de janvier 2015, ça fait longtemps. Et j'avais trouvé ça pas si pire ce que je voyais, mais faudrait que je le voie au complet parce que juste 2-3 extraits, c'était pas suffisant pour vous donner un avis. Mais honnêtement, il sait réaliser, il sait diriger ses acteurs, il sait écrire ses scénarios, il sait ce qu'il veut. Ça, c'est le plus important. Et il sait ce qu'il veut pour faire et c'est ce qui va faire plaisir à l'audience. Je pense bien. Parce que le film a eu des très bonnes critiques et a été un succès. En 3e position, ça. Honnêtement, ce film est excellent. Il est beaucoup mieux que la version 90. Si on y pense bien, la version 90 était PG-13 aux États-Unis. Ce qui signifie qu'au niveau violence, c'était limité. Il ne pouvait pas être aussi fidèle au livre. Bon, j'ai toujours pas relu le livre parce que je suis encore à la page 94. Faudrait que je me remette à le lire à un moment donné. Mais c'est ça, c'est beaucoup plus détaillé. Le film est pas mal. Il fait 2 heures et quelques. Tandis que le film de 90, en version film en tout cas, fait sur 3 heures. Tandis que là, en 2 heures et quelques, t'explores juste le côté enfant, et après ça, un autre film de 2 heures et quelques, peut-être, pour explorer les côtés adultes. Ça va faire quelque chose de beaucoup plus détaillé et complet. Et quand on y pense bien, le livre, ça, est en 2 putains de tomes. J'ai les 2, merde. Faudrait que vraiment que je commence à terminer de lire. Enfin bref. Et les acteurs étaient bons, le scénario était bon, la réalisation était excellente. Bill Skarsgård, j'espère que je le prononce correctement, était excellent en Gripsou. Et honnêtement, si j'avais été les jeunes acteurs, surtout Finn Wolfhard qui joue Richie Tozer, joué par Seth Green dans la version originale, c'est mon personnage préféré de ce film. Il est comique, il est vulgaire, il veut de l'attention, il est drôle, enfin bref. Et cet acteur-là a peur des clowns, il l'a avoué en entrevue ou autre. Et le fait qu'il se ramasse emmené dans une salle avec plein de clowns, il n'a pas besoin de jouer la peur.
Tu sais, on voit sur son visage qu'il a vraiment la chienne. Là, je l'ai précommandé, il sort le 9 janvier, donc j'ai bien hâte de l'avoir dans ma collection et de le réécouter. Yeah! Sinon, c'est ça. Bill Skarsgård ou Skarsgård, peu importe, est vraiment excellent en Gripsou, meilleur, selon moi, que Tim Curry, qui avait fait un travail excellent dans la première version. Même que les deux sont presque pas comparables, parce que ils ont un jeu totalement différent, mais j'aime mieux la version plus sombre de Gripsou que la version plus comique de la version originale. C'est ça que j'aime le plus dans ce film, c'est le côté beaucoup plus dark, avec plus de violence. Parce que même le film est très inclus au Québec, mais ça c'est parce que la violence est plus facile à faire passer dans les films que pour le sexe. Pourquoi je dis ça? 50 Shades of Grey, 16 ans et plus pour de l'érotisme. Revenons nos clowns. Enfin bref, le film était excellent et en plus a été un succès au box-office. Et j'attends impatiemment le 2 qui sort l'an prochain. Wouhou! En deuxième position, Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Honnêtement, beaucoup de personnes ont chialé au début sur le fait que ce film, au début, avait été annoncé comme un remake. Mais, sachant maintenant que c'est une suite et non un remake, et après l'avoir vu, j'étais allé le voir 2 fois au cinéma, c'est dire, une fois tout seul la journée de sa sortie, et une deuxième fois avec ma mère. On a adoré. Le film a des putains de bonnes critiques et c'est comprenable. C'est drôle, c'est différent de l'original, en plus d'être une suite et qui se renouvelle. Ça explique très bien pourquoi le jeu se métamorphose en jeu vidéo plutôt que rester un jeu de société. Ça se modernise, c'est plus drôle, ça laisse une nouvelle voie plutôt que le suspense et un peu le drame de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le monde réel. À la place, c'est la comédie et l'action dans le monde de Jumanji. Et ça, j'ai adoré l'idée. Et je dois pas être le seul d'ailleurs, vu toutes les bonnes critiques que le film a reçues. Et en première position, mon top de 2017, Megan Levy. Ce film est un chef-d'œuvre à mon avis. J'adore les personnages, le fait aussi que c'est tiré d'une histoire vraie, bien entendu. Le personnage de Kate Mara, elle joue tellement bien. Beaucoup mieux que dans les 4 Fantastiques d'ailleurs. Dans les 4 Fantastiques, on dirait qu'elle jouait comme si elle avait un bel dans le cul. Remarque, vu le fait que Josh Trank voulait avoir une autre actrice dans le rôle de Susan Storm, puis que le fait qu'apparemment il a maltraité sur le tournage parce que c'était pas l'actrice qu'il voulait initialement, ça explique un peu pourquoi. Tu vas jouer comme si t'avais un bel dans le cul et action! Enfin bref, elle joue bien. Et quand je repense au premier film dans lequel je l'ai vu, c'est-à-dire Zoom avec Tim Allen, me dit elle a grave évolué. Elle jouait quand même bien dans Zoom, bof dans les 4 Fantastiques, même si j'apprécie le film parce que je sais toute la marque que le réalisateur a eu derrière tout ça avec les problèmes avec le studio. Elle joue très bien, j'adore la relation entre elle et le chien, les moments où on voit à la fin du film la vraie Megan Levy avec le vrai chien, et qu'on apprend que le chien est décédé en 2012, en décembre 2012 en plus, ça m'a fait vraiment du mal pour elle, parce qu'elle aimait tellement ce chien-là, que Rex n'est pas remplaçable non plus. Elle peut avoir eu d'autres animaux, mais ils remplaceront jamais Rex. Vraiment, ce film, j'ai adoré la relation entre chaque personnage. Même s'il y a des personnages qu'on aime moins. Il y a Tom Felton aussi dedans qui joue un très bon personnage. Honnêtement, chaque personnage là-dedans est intéressant, sauf un peu les parents de la mère de Megan Levy qui est une vraie connasse. Enfin bref, les acteurs jouent très bien leur rôle. Et sincèrement, je me répète trop, mais putain, j'ai adoré le film. En plus, je l'ai même pas encore acheté. J'attends qu'il baisse de prix parce que je suis cassé souvent. Puis je finance mes autres projets de vidéo aussi. Les flamingos enragés, ça coûte cher. Juste les costumes. Jeux. Chris, les jeux, ça coûte de beurrer le rétro maintenant. Enfin bref. Merci d'avoir écouté ce top flop de mes films préférés et déceptions de 2017. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos. Et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, Flamingo out. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?